Cette semaine, on s'intéresse à ceux et celles qui voteront pas. On se penche sur la mauvaise réputation de la parentalité. Puis on invite notre collègue journaliste Jean Bourbeau pour jaser de la folie des séries. Bienvenue au balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vu passer, mais qui font réfléchir autant qu'est-ce qui fait la une. Moi, c'est Flo, et cette semaine, j'ai trouvé mes sinus. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est juste sous les yeux. Et je suis fucking malade. C'est juste ça que je veux dire. Fait que si vous m'entendez renifler et tousser, je suis désolée. Florence a amené sa boîte de Kleenex. Oui, il faut le voir pour le croire. Allez sur YouTube. Ben non, maintenant, j'ai dit la semaine passée, Florence, étais-tu à l'écoute quand nos vidéos sont également sur Spotify? Ah, oui, c'est vrai. On peut maintenant nous C'est voir. vrai. Ouais. Moi, c'est Gab et je fais partie de ces gens qui parlent tout le temps de leur enfant. Oui. Sorry, not sorry. Moi, j'aime ça. Ça me dérange Elle est tellement cute puis fine. J'ai toujours des petites anecdotes pas intéressantes à raconter, c'est vrai. Gab est comme une autre personne qui en parle de Violette. C'est merveilleux. Oui, c'est vrai. C'est la seule personne que je laisse rentrer dans... Genre, je suis pas quelqu'un de touchy, mais avec Violette, on est comme fusionnel physiquement. Je sais pas. C'est comme une autre version de moi. OK, mais je vais prendre le temps de lire des commentaires encore de nos haters cette semaine. Il y a Conrad Rado sur TikTok qui dit « Urbania, j'offre mes services pour leur remplacement si jamais. » Eh bien, cette semaine, honnêtement, je l'aurais pris ta proposition. Ouais, Conrad. Ça m'aurait fait grand plaisir. Il aurait fallu que tu nous écrives avant. Slide in the DMs. Ouais. Il y a aussi Dobby sur TikTok qui nous a dit « Urbania n'a plus d'orgueil ». Je sais pas sûr je comprends ce que ça veut dire, mais c'est peut-être drôle. C'est nos haters. Et finalement, un commentaire qui m'a flatté dans le sens du poil sur YouTube. Benjamin Pernet, 2996, dit « Quand Gab dit j'ai bientôt 34, je pensais qu'elle avait 25. » Mais ça, c'est très commun. Les gens pensent que Gab a genre 18 ans. Mais ouais, malheureusement. Je sais pas, mais après ça, je me suis dit, est-ce que ça me décrédibilise? Mais, ah non. Non, c'est juste que de loin, j'ai pas l'air ridée. It's de proche, par exemple. Tandis qu'on nous filme de proche. Hey, Gab, on sort cet épisode-là jour d'élection. Oui. Puis pour l'occasion, j'avais envie qu'on jase d'une gang qui est souvent dans l'angle mort des médias, ceux et celles qui ne votent pas. Cette semaine, c'est le film Les Perdants qui m'a donné le goût de parler de ce 40 %-là, quand même, de la population canadienne. C'est beaucoup, hein? C'est tellement de monde, là. C'est quasiment la moitié. C'est ça, qui vont juste pas aux urnes. C'est d'ailleurs un chiffre qui a doublé depuis les années 70, une période pré-fatigue électorale qui a un petit peu été l'âge d'or de notre démocratie. Il y avait 80 des gens à l'époque qui allaient voter. C'est fou. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Ben, c'est ça. Je sais pas toi, mais moi, j'ai longtemps eu des préjugés un petit peu sur ceux et celles qui choisissent de pas voter. Je m'imaginais un petit peu du monde désintéressé de ce qui se passe dans le monde, du monde pas politisé. Peut-être un peu, genre, aussi des conspis qui pensent que le vote est truqué, anyway, tu sais, comme... Mais bref, je les regardais vraiment de haut parce qu'on m'a toujours dit que voter, c'est un geste très noble. Mais ce que j'ai compris en écoutant Les Perdants, c'est qu'exercer son droit de s'abstenir, ça aussi, ça peut être réfléchi. Puis ça va vraiment au-delà du désengagement politique. Je vais tousser. Wow. Reprise. On se mentira pas, il y a du monde qui vote par désintérêt, là, ça c'est sûr, mais il y en a d'autres qui sont au contraire super intéressés par la politique, mais qui s'abstiennent parce qu'ils sont juste désenchantés, puis il y a plusieurs phénomènes qui expliquent ça. On en parle beaucoup dans le film, là, je vous recommande vraiment de l'écouter, c'est full intéressant. C'est un documentaire? Ouais, ben, la réalisatrice a dit que c'est un film, mais oui, c'est genre un docu. OK. C'est disponible sur le site de l'ONF. Intéressant. Faire campagne, c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps, puis ça coûte super cher. Fait que se présenter aux élections, ça devient genre un luxe que juste l'élite économique peut s'offrir. Puis ça, c'est ce qui fait en sorte aussi qu'on se retrouve avec des élus qui nous semblent un petit peu déconnectés de notre réalité. Gab, savais-tu que France-Hélène Duranceau a acheté sa première maison sans hypothèque et que ça lui a presque coûté 800 000 $? Ah! La fille, elle doit vraiment se dire « crise du logement who? » Oui. Puis là, je parle pas juste de l'élite économique, mais c'est plus centriste ou de droite. La gauche aussi, elle, est souvent critiquée pour être une élite intellectuelle qui est à sa façon très déconnectée, elle aussi, de la réalité de l'électorat. 100%. Il y a beaucoup de monde qui vote pas aussi parce qu'ils ont l'impression qu'on a normalisé une illusion de choix. Même s'il y a 4, 5, des fois 6 cases sur ton bulletin de vote, soyons honnêtes, c'est comme s'il y en avait toujours à peu près juste 2. Genre, beaucoup de monde se sentent obligés de cocher la moins pire des 2 options. Et moi, des fois, là, ça, c'est quelque chose. Tu sais, quand tu vas voter, tu découvres des candidats de ton comté. Genre, mon Dieu, il y avait tout ce monde-là, je les ai jamais vus nulle part. Le parti rhinocéros ou même... T'es comme, OK, j'avais un candidat du Parti communiste, mettons, dans mon comté. Dans le documentaire, il parle du Parti gastronomique du Québec. Ah! Oui, je voterai pour eux. Bref, on peut pas non plus passer à côté de la question du mode de scrutin, vu qu'il n'est pas proportionnel. Il y a beaucoup de monde qui ont l'impression que leur vote est juste pas représenté. Puis les partis se succèdent d'ailleurs à dire qu'ils vont le réformer, puis c'est une promesse qu'ils oublient très vite une fois au pouvoir. Puis finalement, il faut dire qu'un groupe qui vote vraiment pas beaucoup, c'est les jeunes. Est-ce qu'on peut vraiment les blâmer quand les enjeux qui les touchent le plus, comme l'environnement, sont vraiment en second plan des programmes des partis, surtout en ce moment? Ah oui, oui.
Bref, on dénonce puis on évite à juger l'abstention, mais ce serait peut-être plus productif et surtout plus intéressant de se demander pourquoi il y a du monde qui vote pas. Puis je trouvais ça le fun qu'on en parle cette semaine parce que tu m'as dit, Gab, la semaine passée, que tu te sentais peut-être un peu plus détachée cette année. D'habitude, c'est ça. Je suis tellement engagée dans les élections. Je vais lire les programmes des partis politiques. Je sais pas, je m'informe. Puis là, on dirait que je me demandais récemment, puis là, j'en ai parlé, pourquoi cette élection-ci, je me sentais un peu moins impliquée dans les élections. Puis j'ai réalisé que c'était peut-être justement lié à une espèce de saturation de la mauvaise nouvelle dont on a parlé aussi dans les... Ben, je pense que la situation avec les États-Unis, ça prend tellement de place qu'on a l'impression que tous les autres enjeux qui nous touchent vont vraiment passer en second plan, là. Puis qu'on va juste se concentrer là-dessus, au moins pour les prochaines années. Fait que c'est pas bien motivant. Non, c'est ça. Je pense que je me sens pas motivée par cette élection, mais ça me concerne. Bien sûr, je vais aller voter, mais quand même. Puis je sais pas, toi... Ben, moi aussi, je vais quand même aller voter, là, genre... puis les gens font ce qu'ils veulent, là, genre votez pas. On n'est pas dans le jugement ici. Non, vraiment pas. Mais moi, j'ai entendu beaucoup parler de journalistes qui vont couvrir la colline parlementaire pour la première fois, puis qui pognent vraiment leurs 2 minutes, puis qui sont genre « Oh my God! » On dirait vraiment une salle de classe du secondaire. Les députés sont genre sur leur selle, ils s'intimident un peu les uns les autres. Ah oui. Ils parlent pendant que les autres parlent. Genre, c'est pas aussi noble que ce qu'on s'imagine. Il y a énormément de discipline. Hein, oui, par l'Assemblée nationale. Moi, c'est ça. À chaque fois qu'on voit des extraits vidéo des séances là-bas, il y a toujours quelqu'un « Arrêtez de parler! Oui. Vous pouvez pas dire ça! » C'est comme, c'est des adultes. Pourquoi c'est tellement il y a autant gênant. de discipline? Ah. Ouais, fait qu'il paraît que c'est beaucoup comme ça. Ça non plus, ça donne pas vraiment le goût d'aller voter. Puis c'est ça, il paraît qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui choisissent de militer plutôt que de voter ou de s'impliquer politiquement. Qui ont l'impression que c'est comme une façon d'exprimer leurs valeurs, leurs intérêts, leurs convictions, qui est comme plus efficace puis qui leur parle plus que d'aller voter, tu sais. Ben oui, puis on dirait, tu sais, depuis tantôt, tu parles de ça, puis je me rappelle, j'ai une de mes amies qui est quand même, je dirais, très politisée, là, très informée, elle s'intéresse à la politique et je la qualifierais même de militante. Et une fois, c'était une journée électorale et j'étais comme... On était censés se voir et j'ai dit, il faut juste que j'aille voter avant. Puis j'étais comme, toi, es-tu déjà allée? Et elle m'avait dit, non. C'est tellement Et là, j'étais là, pourquoi tu vas pas aller voter? Puis elle était comme, elle travaillait cette journée-là, puis elle allait à l'école. Puis elle était comme, on dirait, j'ai comme pas le temps. Puis là, je sentais que c'était moins important pour elle, mais j'étais là, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas pas voter? Genre, dans ma tête, c'est vraiment la personne qui allait voter. Puis je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais, où pour elle, c'était pas un système dans lequel elle avait peut-être une grande foi. Ou... C'est comme pas le véhicule. Oui, de militance. Pour elle, il y avait d'autres manières de changer le monde. Bref, moi, c'était ça cette semaine là, qui me... J'ai vraiment aimé le documentaire Les Perdants, en tout cas. Allez voir ça sur le site de l'ONF. Ça remet beaucoup de choses en perspective. C'est très intéressant. Gab, toi? Oui. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ben, en fait, je sais c'est quoi ton sujet, puis il m'intéresse beaucoup. Ben oui, parce que je parle de parentalité et de PR. L'autre jour, j'étais allée dans un café. Il y avait un groupe qui a attiré mon attention. C'était 2 parents, un bébé, puis leur couple d'amis sans enfants. Tout le monde jasait ensemble, mais si je t'invite avec toi, les parents, ils avaient l'air un peu à bout. La mère puis le père se passaient le bébé qui arrêtait pas de gigoter, tout ça pour essayer de continuer leur conversation. Puis moi, en voyant cette scène-là, j'avais l'impression d'être devant un tableau classique que j'aurais appelé « Les 2 solitudes », elles tous. Oh, je suis désolée, il va falloir que tu refasses ta phrase. OK, je recommence. Moi? Moi, en voyant cette scène-là, j'avais l'impression d'être devant un tableau classique que j'aurais appelé « Les 2 solitudes ». Puis plus ça allait, moins les parents avaient l'air de pouvoir diviser leur attention entre leurs bébés puis leurs amis. Puis plus leurs amis avaient l'air comme gossés de parler dans le vide. Ouais. Puis là, je me suis imaginé le couple de non-parents repartir du café en se disant « Hey, on en veut-tu vraiment un, nous? » Genre, c'est sûr qu'ils se sont dit ça. Puis j'avais le goût d'aller les voir pour leur dire « Oui, c'est le fun, mais pas tout le temps, mais quand même, s'il vous plaît. » Puis le fait est que la parentalité a comme un problème de réputation. C'est une idée super intéressante que j'ai lue dans l'infolette Maybe Baby de la journaliste Hayley Naman que tu m'as chaudement recommandé, que j'adore. Les histoires qu'on entend ou les vidéos qu'on voit en ligne vont souvent dans 2 sens. La parentalité, puis surtout la maternité, c'est génial, magique, life-changing. Ou c'est un enfer, on est à bout, on dort pas, puis on n'a plus de cheveux. On dirait qu'il y a 2 avenues. Puis il y a comme un stress des parents de performer leur parentalité devant les non-parents, soit pour justifier leur choix en matière d'éducation, soit par volonté de montrer toute la complexité de notre nouveau quotidien avec ses hauts et ses bas, puis on y arrive comme pas. Oui, surtout, je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants.
Genre, c'est de plus en plus un choix qu'on se permet de... Ben, les gens se questionnent plus, je pense, à savoir s'ils en veulent ou pas. Fait que là, quand tu choisis d'en avoir, on dirait qu'il faut que plus tu te justifies encore, t'sais. Oui, puis tu veux justifier aux autres ton choix, je pense. C'est ça. Puis là, on dirait que chaque crise ou chaque bisou attendrissant devient un argument pour ou contre la parentalité, ou même pour ou contre notre parentalité. Puis, Ellie Newman, dans son infolette, suggère que c'est peut-être aussi pour ça que plusieurs nouveaux parents s'isolent de leurs amis non-parents par réflexe de protection parce qu'ils et elles se sentent comme en représentation permanente dans les espaces publics ou sociaux, comme le fameux couple que j'ai croisé au café. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis, OK, je finis là. Vas-y. Mais devenir mère, genre, c'est comme traverser le Rubicon, je dis tout le temps. Puis entre la vision qu'on a de la parentalité avant d'avoir des enfants puis celle qu'on a une fois qu'on a accouché, il y a comme un monde de différence. Puis c'est une expérience qui est difficile à communiquer ou à transmettre parce que c'est une expérience qui se vit puis qui se ressent. Puis limite, c'est spirituel. Là. Je sais que je sonne un peu boubou, là, mais c'est ma vision des choses. Puis je pense que c'est correct d'accepter que ce décalage-là entre les deux mondes existe puis il est réel puis il n'est pas transmissible. Je trouve ça fun qu'on parle de ça parce que c'était tellement des réflexions que j'avais dernièrement. On dirait que, justement, je suis un peu dans l'ambivalence là, par rapport à est-ce que je veux des enfants ou pas. Ouais. Puis j'ai l'impression que j'ai pas le droit d'être pas sûre. Ou mettons, j'ai l'impression qu'il faut que soit j'en veuille vraiment, puis que ce soit comme le projet de ma vie. Ou soit il faut que j'en veuille absolument pas et que je savoure, genre, la liberté de ne pas avoir d'enfant, puis qu'il n'y a pas d'entre-deux qui existe. Un peu comme quand tu choisis d'être célibataire, t'es comme c'est mon choix, je me choisis, genre. Parce qu'effectivement, tu peux pas, tu sais, t'as un enfant, t'en as un pleinement ou t'en as pas, là, dans le sens, il n'y a pas de juste milieu à avoir un enfant, mais il y a aussi, on dirait, pas de juste milieu à aimer ça, être parent ou pas, tu sais. On dirait que si t'en as, il faut que t'aimes ça, là, crème. Il faut que t'aimes ça, mais t'as le droit que ça soit pas toute ta vie aussi, là. T'as le droit d'avoir des enfants puis de continuer à vivre ta vie, d'être un parent et d'autres choses. Genre, je suis une mère, je suis aussi autre chose. Mais mettons, je sais que moi, je suis très investie dans l'éducation de ma fille. J'aime vraiment ça. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Tu sais, là, c'est sûr aussi, je travaille pour Molo, la branche parentale. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, mais c'est pas obligé d'être ça ta vie, tu sais. Ben non, clairement pas. Puis je me demandais, toi, mettons sur Molo, quand tu parles négativement de parentalité, c'est quoi les réactions que tu as? Est-ce que les gens sont comme « Yes, enfin, quelqu'un le dit » ou les gens sont comme « Non, parce qu'il y en a beaucoup du contenu en ligne là, de gens qui chialent sur leur parentalité ou leur maternité, puis il y a même des gens qui vont reprocher ça aux parents, genre « Arrêtez de chialer, vous avez porté la vie » ou « Pensez aux gens qui sont pas capables d'en avoir. » Ça, classique. Moi, c'est un discours qui me tape un peu ses nerfs. Je suis comme ben, je comprends, je suis désolée pour toi, mais ça reste c'est pareil. Je me fais chier des fois. Non, je pense que les gens, quand même, sont contents quand on est transparent, mais moi, c'est cette transparence-là qui m'intéresse dans le sens où on essaie de dépeindre toujours un portrait transparent de la parentalité avec, c'est ça, les hauts, les bas. Genre, oui, il y a des bonnes journées, oui, c'est magique, des fois, c'est pas magique, des fois, ça fait chier, des fois, c'est compliqué. Mais on dirait qu'on n'arrive jamais à réellement transmettre c'est quoi. Genre, j'ai l'impression que quand t'es pas un parent, t'as l'impression que tu comprends c'est quoi, mais que les gens comprennent pas réellement ma vie. Mais je dis pas ça pour me penser bonne. Genre, vous comprenez pas. Mais je pense vraiment qu'il y a comme... Dès que t'as des enfants, tu franchis une espèce de mur auquel t'avais pas accès avant. Ben, c'est sûr. C'est un peu fucked up, là, que ça se reproduire. C'est tellement spécial. Avoir une personne à charge. Avoir une personne à charge, mais aussi créer un humain. Genre, je sais pas, c'est quand même intense. Oui, c'est ça. Faut le vivre pour le croire. Non, mais on dirait que je peux pas comprendre parce que je suis pas mère. Mais quand ma soeur elle a eu sa fille, on dirait que j'étais comme je le vois, genre pourquoi c'est un peu malade d'avoir un enfant. Ben c'est vraiment cool, genre je voudrais jamais pas avoir ma fille, je l'aime trop, je voudrais jamais changer là. Mais c'est vrai que c'est ça, il y a des moments qui sont chiants puis là tu te demandes si tu veux des enfants, c'est tellement personnel comme choix. Moi je me dis genre ben oui, fais ça parce que moi j'adore ça, je suis trop contente, genre jamais je voudrais go back même si genre des fois je suis comme je suis tannée d'elle parce qu'elle me tape dans la face mettons, mais genre, il y a juste toi qui peux décider pour toi si tu veux en avoir, mais je veux pas non plus t'envoyer un mauvais reflet de la parentalité. C'est te vendre une affaire que c'est pas. Ou... Oui, c'est vrai que la parentalité est un peu une bad press. Puis j'ai l'impression que dans les dernières années... Ben, c'est peut-être aussi parce que pendant vraiment longtemps, on en a parlé pas assez négativement ou juste pas assez honnêtement. T'sais. Oui, il y avait un manque d'honnêteté. Ça, c'est 100% vrai. Puis là, maintenant, on dirait qu'on est tombé dans l'autre extrême où on se rend compte que ça suscite beaucoup d'intérêt ou que les gens se sentent vraiment entendus quand on parle des aspects plus négatifs. Mais c'est peut-être juste parce que pendant longtemps, on a parlé trop des aspects positifs. T'sais. Oui, genre, c'est cute, t'as un mini-toit, vous allez partout ensemble, best buddy. On a romantise vraiment ça. Ouais, non, là, c'est pas juste ça. C'est aussi, genre, torcher des couches. Il y a aussi ces aspects-là, moins dormir, moins avoir de temps pour toi. Le temps
pour toi que toi, tu as, n'est jamais celui que j'ai. Ben non, Genre, des fois, tu me dis, t'as-tu écouté tel podcast, t'as-tu vu telle affaire? Je suis comme, je n'ai pas le temps. Ah, mais des fois, vraiment, je pense à toi quand je manque de temps, je suis genre, wow, imagine Gab. Mais ça va se replacer un jour, mais c'est vrai que, tu sais, mettons, moi, si je vais chercher ma fille à la garderie à 5 heures, de 5 à 8h30, elle se couche quand même, genre, tard. Je suis pas en train de faire du personal growth puis des loisirs, là, tu sais. Je suis en train de m'occuper d'elle, mettons, après ça, je me couche, puis... Ben oui. Je sais pas, là, je suis dans un autre sujet, mais ça me fait penser aussi, dernier point peut-être, mais sur TikTok, tu connais-tu The Girl with the List? Non. C'est une fille qui a une liste, elle ramasse, genre, elle stitch d'autres vidéos, donc elle répond à d'autres vidéos de mères qui racontent quelque chose de pas le fun de la maternité, mettons, puis elle ajoute ça à sa liste de pourquoi elle veut pas d'enfant. Fait que c'est, mettons, genre, si je te disais, après mon accouchement, j'ai comme eu des saignements vraiment douloureux pendant, genre, 3 semaines, personne m'avait dit ça. Là, comme, j'ajoute ça à ma liste. Puis ça fait partie, c'est ça, des arguments contre la parentalité. Mais là, quand tu parles de, mettons, ton accouchement difficile ou genre du fait que, mettons, moi, je parle souvent du fait que j'ai plus de cheveux, genre. En dessous, en tout cas, j'ai eu des cheveux qui sont tombés à mon postpartum puis qui n'ont jamais repoussé. Fait que j'ai genre des baby cheveux dans ma tête. En tout cas, c'est vraiment étrange. Je pensais que ça allait repousser, ça n'a jamais repoussé. Donc, c'est un petit détail. Mais mettons ça, la fille, elle ajouterait ça à sa liste. Mais je suis comme, je veux pas que tu aies d'enfant parce que j'ai dit ça. C'est pas pour ça que je communiquais ça. Mais on parle vraiment pas aussi des aspects négatifs de ne pas avoir d'enfant. Parce qu'on a l'impression qu'on juge, surtout les femmes là, qui n'ont pas d'enfant. Fait que c'est comme tabou là, de parler de vieillir seule. On dirait que c'est full anxiogène comme sujet. Fait que dans le sens, il y a un petit déséquilibre là aussi, je pense. Ben 100%. En tout cas, des questions complexes. Oui, vraiment complexe. Puis ma soeur, elle m'a dit quoi qui m'a fait du bien en fin de semaine. Je vais le partager, mais j'étais comme, je sais pas si j'en veux, si j'en veux pas. On dirait, puis elle était comme, Flo, il y a 2 bonnes réponses, oui et non. Elle était genre, c'est correct, peu importe, ça va être nice, tu sais, ta vie. J'étais comme, hey, merci, Cam. Charlotte à ma soeur. Puis peu importe ton choix, tu vas peut-être te demander comment aurait été l'autre autoroute de ta vie. C'est ça, voilà. Ouais. OK. Hey, c'était beau, ça. Ben oui. Tabarnouche. Je pense que c'est le moment où on accueille notre invité de la semaine. Oui. Puis là, vous avez sûrement vu ça passer. Les Canadiens font les séries, puis tout le monde est un peu viré sur le top avec ça. Puis c'est pour ça qu'on a invité notre collègue journaliste Jean Bourbeau, qui est passionné de hockey, à venir jaser de ça avec nous autres. Hey. Bonjour, Jean. Bonjour. Ça faisait longtemps que Jean n'était pas venu au podcast, vrai. Alors je l'ai réquisitionné. Comment on se retrouve? Oui. Jean, peux-tu nous mettre en contexte, nous, les non-fans de hockey? Pourquoi on est dans un moment excitant pour les Canadiens et le sport québécois? Je pense qu'à chaque fois que le Canadien fait les séries, c'est un moment, je dirais, rassembleur pour les Québécois ou les Canadiens, où je pense que tout le monde qui aime le sport. La dernière fois, c'était en 2021, où est-ce que le Canadien s'était quand même rendu en finale de la Coupe Stanley, mais c'était une année de bulle, donc c'était la pandémie, fait que c'était pas la même... c'était pas la même chose, c'était juste... C'était pas le même enthousiasme. C'est pour ça que j'essaie de me dire pourquoi je me rappelle pas de cette fièvre, mais c'est parce qu'on pouvait pas aller dans les bars, tout le monde se serrait dans nos bras. C'était différent, je pense qu'il y avait 5000 personnes qui étaient dans le Centre Bell, mais il y avait il y avait des milliers de personnes dans le centre-ville. Fait que c'était juste... Tu sais, c'était un cup run, mais c'était un peu weird, parce que c'est la pandémie. Fait que là, on peut revivre... Exactement. On a comme une deuxième chance. Ouais. Oui, c'est ça. Tu peux-tu nous parler de ton entrevue avec Samuel Larchêne, qui fait du journalisme sportif dans son sous-sol de Saint-Eustache? Oui, tu sais, je pense qu'à travers... en toile de fond, tu sais, c'est les séries éliminatoires, puis on cherchait des sujets à couvrir. Puis, les gens consomment de moins en moins les nouvelles du sport à travers les médias, on va dire, traditionnels. Ça passe majoritairement à travers les réseaux sociaux puis ton cellulaire au quotidien. Puis à travers tout ça, je pense qu'il y a certains réseaux qui se sont bien adaptés, il y en a d'autres qui se sont moins bien adaptés, qui ont été un peu plus lents. Et puis, il y a plein d'initiatives, on va dire, indépendantes qui ont poussé dans les dernières années, dont celle de Samuel qui s'appelle Sport Addict. Puis, c'est vraiment devenu quand même une force non négligeable là, dans le monde, dans les médias sportifs. Puis, fait que je me suis dit, je vais rencontrer Samuel parce que Samuel il vient du journalisme, on va dire, traditionnel. Puis, il fait quand même journalisme traditionnel à partir de chez lui. Il y a une condition qui est plus singulière que d'autres journalistes. Là. Il y a la dystrophie musculaire de Duchenne. Donc, il est moins, je dirais, moins mobile. Donc, il fait tout ça à partir de chez lui. Il est dans son sous-sol, mais après ça, il peut travailler un peu partout dans sa maison. Mais il est en chaise roulante. Donc, il racle, je dirais, comme tout ce qui est le fil d'actualité de X, d'autres médias. Puis, à tous les jours, il crée plusieurs contenus
sur le Canadien, essentiellement. Je pense que quand le Canadien ne joue pas, il se concentre sur les Alouettes, sur d'autres sports, mais c'est vraiment comme abs-oriented, son truc. OK. Donc, je suis allé le voir, puis portrait touchant d'un jeune garçon de 30 ans, résilient, très travaillant, qui voit à travers cette initiative-là, tu sais, qui était comme... je dirais, il sortait d'un stage chez RDS, puis je suis comme, moi, je veux faire ça, puis ça fait 8 ans que ça dure, quand il y a plein de sites que ça dure pas longtemps, puis lui, il est comme, tu sais, j'ai eu des offres d'achat, mais si je vends ça, tu sais, qu'est-ce qui me reste? Donc, c'est un beau portrait que je vous invite à aller lire. C'est hot, sérieux. Avec, comme justement, évidemment, la toile de fond, la fièvre des séries qui se déroule aujourd'hui, mais je pense que votre balado va être diffusé, quoi, lundi? Lundi, le jour électoral. Ça se peut que, d'ici là, le Canadien soit sorti des séries. OK, mais ça faisait partie... je voulais finir avec cette question, mais on peut l'aborder tout de suite. Comme, là, c'est quoi la suite pour le Canadien? Il joue un match aujourd'hui, vendredi. Oui, à Montréal. Donc, les deux premiers étaient à Washington. Ouais. Ils ont été perdus. Ouais. Mais le Canadien s'est démené. Donc, est-ce que la ville est aussi hockey avec une fiche de 0-2? Bon, on va voir. Je pense que les gens sont impatients. Puis comme on en parlait un peu auparavant, je pense que c'est toujours agréable qu'avec l'arrivée du printemps, là, les gens vont se rassembler. Puis il y a comme quelque chose de peut-être plus fédérateur que les élections fédérales. Bien, on parlait tantôt de la déprime électorale. Je pense que là, ça fait du bien d'avoir quelque chose collectivement genre, autour duquel se rassembler qui n'est pas Pierre Poilievre. Oui, exactement. Je pense que c'est un peu déprimant. Mais tantôt, tu parlais aussi de blogs de potins sur le Canadien quand on parlait de paysages genre médiatiques sportifs au Québec, qu'il y a beaucoup de contenu qui passe là-dessus, que les blogs... Moi, je savais pas là, que les blogs de potins canadiens étaient un truc là, qui fonctionne. Oui, il y en a plusieurs. Là. Je ne sais pas si ça vaut la peine de les nommer. Moi, j'ai trouvé ça comme que c'était assez trash. Mais c'est, dans le fond, c'est ça. C'est des sites qui ont quand même quand même un gros reach, qui essentiellement comme font du patinage sur la vie hors glace des joueurs. Ah, c'est genre monde de stars, mais pour le Canadien. Exactement. Il y a un gros hype autour des femmes, des joueurs de hockey, là. Il y avait même une émission de télé, là. De télé-réalité, oui, qu'il y avait eu. Tout a été couvert au niveau du Canadien Montréal, mais non, en soi, il y a les médias sociaux, pas les médias sociaux, mais la démocratisation, on va dire, des médias ont fait en sorte que, là, aujourd'hui, il y a tout le monde peut partir son podcast sur le Canadien, puis avoir des installations comme professionnelles où est-ce que là, tout le monde vont articuler leur opinion sur qui devrait jouer, qui ne devrait pas jouer. Mais à travers tout ça, tu as plein d'initiatives, on va dire, un peu plus pop, un peu plus sensationnalistes, que là, les autres vont chercher trouver des potins, trouver pourquoi tel joueur il est pas là, puis on est plus de l'ordre de TMZ que d'RDS, mettons. Avec est-ce qu'il y a des photos compromettantes Sauf d'un joueur que au bord? Ça reste que c'est les joueurs du Canadien, quand ils sortent, mettons, en boîte, c'est... moi, j'ai jamais été témoin de ça, mais tu sais, c'est un truc, là, les gens qui sont dans les mêmes bars, ils n'ont pas le droit de prendre des photos. Le Canadien, quand ils sortent en gang, je pense qu'il y a un staff qui est avec eux, qui s'occupe que rien n'est ébruité. Donc, il y a quand même une espèce de protection de leur vie hors glace. Je pense que les autres se font dire aussi par l'équipe de PR de pas d'avoir de dérapage comme il y a eu dans le passé. Mais je pense que parce que justement, il y a toute une espèce il y a tout un écosystème paramédiatique qui s'affaire à documenter leur vie hors glace. Qui est essentiellement comme ce que Samuel voulait pas aller avec son site Internet. Oui, lui, il voulait faire de l'analyse sportive. Ouais. Puis c'était ça, sans parler Juste faire de la nouvelle. De brosse. C'est cool. Fait qu'il vit de ça à temps plein, là. Ouais. C'est tellement cool. Là, on voulait parler un peu aussi du symbole des Canadiens. Qu'est-ce que tu penses que les Canadiens, puis surtout, genre, le petit hype autour du fait qu'ils font les séries en ce moment, qu'est-ce que ça nous dit sur l'identité québécoise ou sur notre rapport au Québec en ce moment? C'est une bonne question. Je pense que les gens peuvent avoir leur opinion qu'ils veulent, mais je pense que pour ma part, je pense que le Canadien, c'est plus un symbole qui est plus un pont entre les gens, que c'est plus vraiment rassembleur qu'autre chose. Je pense qu'à une période où est-ce que l'actualité des derniers mois a tellement été
tellement été grave puis sombre que je pense que suivre cette saison du Canadien, ça a été un peu une espèce de relâchement ou pas un soulagement, mais comme une façon de souffler. Je pense que le Canadien ou le sport en soi, le sport en général, c'est un lien social. Puis c'est aussi comme un no-brainer. Là. Je cherche une nouvelle expérience en français. Je pense que ça se suit bien, puis ça s'écoute de manière assidue sans nécessairement avoir une charge mentale puis quelque chose de dark. Je pense que le Canadien, en ce moment, joue un rôle de bombe. Je pense que les gens qui s'investissent à suivre le Canadien ils ont eu plus de fun qu'à suivre l'actualité, on va dire, politique ou internationale des derniers mois. C'est pas dur à battre. On a besoin d'un petit divertissement occasionnel. Léger. C'est vraiment de l'ordre du divertissement léger, puis tu mets un peu ton cerveau à côté, puis tu peux intellectualiser le sport comme je le fais, comme plein de personnes le font, mais pas obligé non plus. Je pense que ça s'écoute bien. Puis tu peux avoir un moment avec ta famille, regarder le hockey sans te chicaner autour d'opinions politiques. Oui. Oui. C'est bien. C'était ça pour nous? Ben, je pense que c'est tout. Merci vraiment, Jean. C'est ça. Merci, Jean, de passer. Et vous pouvez lire son article dans Go Habsburg. Non, l'OQLF dit non. On dit « Allez, les Canadiens, allez ». Allez. Oui, alors vous pouvez lire l'article de Jean, dans le Micromag Urbania qui est paru en fin de semaine. Oui. Dernier contenu, Andrew G. Story. Oui, Gab, je veux commencer parce que je suis très enthousiaste par rapport à mon contenu enregistré. OK. Encore faut-il que je le trouve. OK, je l'ai. Il y a quelques semaines, tu m'avais proposé de faire un jeu. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ça consistait à associer une station de métro de Montréal à une personnalité publique. Oui. J'avais adoré ce moment. Puis là, j'ai trouvé un jeu qui est un petit peu plus à ta sauce. Je te fais écouter, d'accord? Mon Dieu. À ma sauce. Gay name or straight name? Daniel. Oui. Gay. I agree. I was trepidatious, but gay. Yeah. How about Dan? Straight. Totally. C'est tellement comme jeu, mais j'adore. Donc, c'était en anglais, mais pour ceux et celles qui n'ont pas compris, en fait, ils se demandent si un prénom est un nom gay ou un nom hétéro. Puis là, je voulais absolument faire le jeu avec Gab. Ben, j'écoute. Alors, Gab, j'ai plusieurs noms pour toi. Oui. Premièrement, Émilie. Straight. Ah ouais? Ouais, je trouve pas que c'est gay comme nom. OK. Catherine. Ah, gay. Mais c'est parce que mon ex s'appelle comme ça. OK. Justine. Ah, Justine, c'est straight. OK. Maxime. Maxime, c'est gay. Ouais. Ouais. On est d'accord. Et un petit dernier, Chloé. Chloé, c'est bi. Je trouve. Plus original ici. Oui, j'ai adoré ça, merci. Hey, le bouton cancel, là, j'ai oublié de te dire. Ma fille est venue au bureau lundi. OK, j'ai manqué ça, mon Dieu. Oui, parce que la garderie était fermée, mais pas à mon bureau. Et elle a découvert ce bouton. Elle a tellement aimé ça, elle voulait le ramener à la maison. Elle n'arrêtait pas d'appuyer dessus. Puis là, je disais, non, il faut que tu le laisses ici parce que je vais l'utiliser pour le travail. Elle dit, non, mais moi, j'en ai besoin. J'ai dit, pourquoi tu en as besoin? Elle dit, pour canceller les choses. Ah! Ma fille! Elle apprend si vite. Oui, mais quand je disais, je parlais toujours d'elle, tu vois. OK, j'avais un contenu enregistré cette semaine et là, on the fly, j'ai le goût de répondre à ton contenu avec un autre. Oui. Et c'est une fille qui fait comme... qui se tape, là, tu sais, de la méditation somatique. Tu vois, c'est quoi? Comme oui. de se tapoter un peu pour se relaxer. I'm not dying. I'm just a monogamous lesbian on dating apps. I don't have to be polyamorous if I don't want to be. A person ghosting me is not an emergency. Elle dit je ne suis pas en train de mourir. Je suis juste une lesbienne monogame sur les applications de rencontres. Oh, je compatis tellement. C'est dur, les applications de rencontres aujourd'hui, surtout quand t'es queer. Quand t'es queer et monogame, on dirait ce n'est plus pour toi. Tout le monde est comme je suis en relation mais déjà avec une personne merveilleuse, mais je cherche à ouvrir. Je ne veux pas moi. Pas intéressée. Mais même honnêtement pour les hétéros, je pense. Hein. Oui, il y a beaucoup de non-monogames. Il y a aussi quand t'es lesbienne ou queer, il y a beaucoup de couples qui cherchent une troisième personne. Et les L sont partout. Oui, puis je suis comme je ne veux pas sortir avec toi, mon cher homme. Je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gab, merci Jean d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. J'ai juste toussé 3 fois, je suis fière de moi. Bravo. Alors, c'était Gab et Flou. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Bye.